Alors bonjour à tous, donc je voulais vous faire une petite vidéo bonus concernant la vidéo sur le plus court chemin, sur la question du problème du plus court chemin que vous avez, j'espère, vu avant de regarder celle-ci, sinon n'hésitez pas à aller la voir. Donc je vais essayer de vous donner quelques informations complémentaires, quelques informations un peu plus pointues, un peu plus techniques. La première chose, c'est que vous avez peut-être remarqué que j'ai pas mal employé par erreur le mot sommet à la place du mot intersection lorsque j'ai voulu parler des intersections, et en fait ça ne vient pas de nulle part parce que en fait la carte telle qu'on l'a vue, telle qu'on l'a formalisée là, qui relie des intersections par des routes, et ben, ça va correspondre à un objet qu'on a l'habitude de traiter en informatique théorique et en mathématiques, c'est ce qu'on va appeler les graphes. Alors les graphes, qu'est-ce que c'est? Si on va sur Wikipédia pour regarder les graphes, on apprend qu'en mathématiques et plus précisément du coup en théorie des graphes, un graphe va être une structure qui est composée d'objets dans laquelle certaines paires d'objets sont en relation. Donc les objets, ils vont correspondre à des abstractions mathématiques et justement qu'on va appeler le plus souvent des sommets, ou parfois des nœuds ou des points. Et donc voilà pourquoi j'ai employé le mot sommet, tout simplement parce que dans notre cas d'une carte, en fait, les intersections vont correspondre à des sommets d'un graphe. Et donc ces sommets, ces intersections, elles vont être en relation avec d'autres sommets, d'autres intersections, par ce qu'on appelle des arêtes. Ou là, ils appellent ça des liens ou des lignes. Alors, il y a des graphes, différents types de graphes, des graphes orientés et des graphes non orientés. Et là, ça va représenter la différence entre ce qu'on a vu la dernière fois, c'est-à-dire est-ce que les routes vont être symétriques, c'est-à-dire je peux la parcourir dans un sens comme dans l'autre de manière équivalente, ou alors est-ce qu'elles vont être asymétriques. Et dans ce cas-là, ça va nous faire un graphe orienté. Alors si on regarde un peu l'illustration qui est donnée sur Wikipédia d'un graphe, et ben on va se rendre compte que ça correspond exactement au type d'illustration qu'on a pu voir durant la vidéo. Alors il y a également un type de graphe qui est bien particulier, dont il est mentionné sur Wikipédia, c'est ce qu'on va appeler les graphes pondérés. Et donc les graphes pondérés, c'est un graphe où justement on va avoir sur chaque arête, donc une arête qui correspond à une route, un nombre ou un poids. Eh bien, c'est exactement ce qu'on a fait, puisqu'on a associé à chaque route un temps de parcours. Et voilà, là, il y a un exemple qui est donné de graphes pondérés, et ça ressemble exactement à ce qu'on a vu. Alors, pourquoi cette notion de graphe alors qu'on pourrait juste dire une carte? Eh bien, parce que, en fait, il va y avoir des applications multiples à ces graphes dans plein de domaines différents, et l'analyse des graphes de manière générale va pouvoir servir dans certains domaines de manière équivalente. Alors par exemple, une des applications de ces graphes, ça va pouvoir être l'analyse des réseaux sociaux et le traitement des réseaux sociaux. Donc on va avoir plusieurs personnes, un ensemble de personnes qui vont avoir des relations entre elles. Il y a des applications en chimie. Il y a des applications en chimie tout simplement parce qu'on va avoir des molécules qui sont représentées par des liens entre des atomes. Et en réalité, il y a des applications dans de très nombreux domaines. Donc c'est un objet un peu plus général qui a des applications partout, et une de ces applications, c'est bien sûr les cartes routières et le plus court chemin dans ces cartes en particulier. Donc voilà pourquoi j'ai pu utiliser le terme sommet, et je vous invite, si vous en avez l'envie, à creuser cette notion de graphe qui est donc centrale au problème du plus court chemin.
Voilà, alors la deuxième chose dont je voulais vous parler, c'est que la dernière fois, on a donné une définition formelle du problème du plus court chemin qui pouvait manquer un peu de rigueur ou en tous les cas manquer de quelques détails pour que ça soit au maximum rigoureux. J'entends par là qu'on a dit à ce niveau-là, trouver une suite de routes et en spécifiant une suite de triplés, mais sans directement, en tous les cas de manière formelle, venir relier cette suite de routes à la liste de triplés qu'on a définie plus haut dans les données, qui va correspondre à la liste des routes qui existent effectivement sur notre carte routière. Alors, comment faire pour rendre ça un peu plus rigoureux? Eh bien, on va faire quelques modifications dans ce problème du plus court chemin. Tout d'abord, je vous propose de nommer l'ensemble des routes qui existent. Et on va, par exemple, les nommer grand R, le nommer grand R, cet ensemble. Et donc, ça va être un ensemble de M triplés qui se présentera donc comme avant, sous la forme d'un sommet, maintenant je peux le dire, de départ, d'une intersection de départ, d'une intersection d'arrivée et d'un temps de parcours. Donc ça va représenter un ensemble de routes qui existent. Et puis, après, on va modifier également justement la phrase cible. Et là, on va pouvoir dire trouver un entier K qui va correspondre au nombre de routes qu'il faut parcourir pour aller de l'arrivée au départ, ou plutôt du départ à l'arrivée. Et une fois qu'on a choisi cet entier K, une suite de K routes. Et là où on va pouvoir dire pour chacune de ces routes, donc qui sont un triplet, qui doivent appartenir directement à l'ensemble R qu'on a défini dans les données. Donc on va pouvoir dire que pour tout, donc ça ce symbole veut dire pour tout J entre 1 et K, et ben, on va vouloir que le triplet numéro J appartienne à l'ensemble des routes qui existent R. Et puis après, pour le reste, il n'y a pas plus de modifications à faire que ça. Donc on a envie de minimiser le temps total de parcours. Donc, pour tous les triplés, on va additionner ce temps de parcours. Et puis on aura les mêmes contraintes qu'avant qui permettent de s'assurer que cette suite de routes va nous permettre d'aller du départ à l'arrivée avec un chemin contigu et donc un chemin praticable. Alors ensuite, j'avais envie de vous parler d'une chose qui est la complexité de cet algorithme de Dijkstra. Alors je vous ai dit qu'on pouvait l'estimer rapidement à grand taux de n plus m, le tout fois n. Alors, si on se rappelle de pourquoi, tout simplement parce que dans notre algorithme, on voulait passer un certain nombre de sommets donc en vert, d'intersections en vert, et on se disait qu'il fallait en passer au maximum n. Et pour passer une de ces intersections au vert, il fallait faire un certain nombre d'opérations. Donc il fallait d'un côté trouver le poids minimal parmi les intersections qui n'ont pas encore été validées en vert. Et ensuite aussi mettre à jour tous les voisins du sommet de l'intersection qui va être validé. Eh bien, en réalité, on peut faire mieux que ce grand taux de n plus m fois n. Je vais même vous dire tout de suite qu'on peut faire du m plus n log m. Alors, comment on peut réaliser une telle prouesse, entre guillemets? Alors, il va y avoir deux choses. Tout d'abord, là pour l'instant, on a prévu pour mettre à jour les voisins, à chaque coup que l'on va valider une intersection, un sommet, de reparcourir toute la liste de toutes les routes et de voir si cette route-là, elle n'aurait pas pour sommet d'origine le sommet qu'on est en train de mettre à jour, et si oui, eh ben, c'est un voisin, donc je vais mettre à jour le poids. Eh ben, en fait, il y a mieux à faire que ça. Il y a mieux à faire que ça, tout simplement. Ce qu'on peut faire, c'est, avant de commencer l'algorithme, de se construire un petit tableau, tout simplement, où pour chaque sommet,
on va avoir la liste des voisins. Donc par exemple, là, le tableau ressemblera à ça, sommet 1, donc voisin 1, de points sommet, je sais pas, sommet 5, avec un poids, donc avec un temps de parcours plutôt, avec un temps de parcours qui va être de, je sais pas, 10, et puis on va avoir comme ça une liste de voisins. Il y en aura peut-être 2 ou 3 pour cette intersection-là. Et puis, ça va être la même chose pour, quelque part, pour le sommet 2, le sommet 3. Et ça va nous permettre d'aller beaucoup plus vite dans les calculs, parce que, en réalité, dans cette forme de données que je suis en train de construire, on va avoir exactement donc deux M voisins qui vont être listés là-dedans au total. Et à chaque coup qu'on va vouloir accéder à un voisin, ça va être très rapide. On va juste regarder, tiens, sommet 1, quels sont ses voisins. Et au final, le nombre de voisins à chaque coup, pour chaque voisin, on va parcourir à l'intérieur de l'algorithme. Cette entrée-là, on va la parcourir combien de fois? Et bien en fait, on va la parcourir qu'une fois, parce que le sommet 1, par exemple, on va le passer en vert qu'une seule fois, et donc on va regarder ses voisins qu'une seule fois. Et donc, au final, pour mettre à jour les voisins, combien sur l'ensemble de l'algorithme d'opérations il va falloir? Il va falloir 2M opérations. Il va falloir, en tous les cas, il va falloir traiter 2M voisins. Maintenant, pour chacun de ces voisins, il va falloir pouvoir diminuer son poids, diminuer le temps qu'on associe à ce voisin-là, c'est-à-dire le temps minimal qu'on a jusqu'à maintenant trouvé pour rejoindre ce sommet-là, cette intersection-là. Donc on va voir comment ça s'insère avec la deuxième amélioration qu'on a besoin de faire. La deuxième amélioration, elle concerne la recherche du sommet de l'intersection qui va avoir le temps de parcours minimal parmi ceux qui restent. Et comment on va faire pour améliorer ça, pour éviter qu'on ait à reparcourir l'intégralité des sommets, l'intégralité des intersections? Eh bien, on va utiliser une structure, encore une fois une structure mathématique, une structure de l'informatique théorique qui a certaines propriétés. Et cette structure, c'est ce qu'on va appeler l'état. Alors l'état, selon Wikipédia, ça va être une structure de données en type d'arbre qui permet en fait de retrouver directement l'élément qu'on veut traiter en priorité. Eh bien, c'est exactement ce qu'on veut faire nous. On a un ensemble d'intersections qui vont avoir des temps de parcours associés différents, et celui qui a le temps de parcours associé le plus bas va avoir une priorité plus grande. Alors, comment va se caractériser l'état? Eh bien, c'est un outil. On peut le considérer comme une boîte noire pour cette vidéo parce que je ne vais pas rentrer dans les détails de comment ça marche. Mais c'est un outil qui va nous permettre de faire différentes opérations. Ça va être par exemple insérer un élément. Donc quand je dis insérer un élément, ça va être insérer un élément et un niveau de priorité. Donc là pour le coup ça va être un temps de parcours qui vont être associés. Il va y avoir également supprimer un élément, généralement ça va être supprimer le minimum, et il va y avoir une opération qui va être trouver le minimum. Et il y aura également une opération possible qui est d'augmenter le niveau de priorité d'un élément dans le tas, ou en d'autres termes ici de diminuer
le temps de parcours qui va être associé. Alors, il y a différents types de tas, il y a différentes implémentations, quelque part, différents détails techniques qui permettent de nous offrir cet outil de tas avec différentes opérations. Et quel est l'intérêt de cette structure de tas? C'est qu'on va pouvoir avoir des temps nécessaires pour faire les opérations qui vont être beaucoup plus avantageux. Alors par exemple, il va y avoir un tas qui s'appelle le tas de Fibonacci et qui va pouvoir nous intéresser énormément dans ce cas de figure. Et là, vous voyez sur Wikipédia qu'on va avoir les temps nécessaires pour réaliser chacune des opérations. Donc là, par exemple, on va voir que pour insérer un élément dans le tas, ça va prendre un temps constant. Pour accéder à l'élément minimum nécessaire, à l'élément qui a le temps de parcours du coup minimal qu'on a inséré dans le tas, pareil, ça va prendre un temps constant. Alors, par contre, pour supprimer l'élément qui va avoir le temps minimal, ça va nous prendre un temps en log n. Alors, en réalité, quand je dis ça nous prend un temps en log n, c'est un peu plus compliqué que ça, c'est un temps amorti, là, c'est pour ça qu'il y a une étoile. C'est un temps moyen qui va être pris lorsqu'on va augmenter le nombre d'opérations qui va être demandé. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici parce que ça devient un peu technique, mais partons du principe, pour simplifier, que ça va nous demander un temps en log n. Pour donc supprimer l'élément du tas. Ensuite, on va pouvoir souhaiter diminuer la valeur qui est associée à un sommet, un élément en particulier. Donc là, ça va être donc le temps de parcours associé à une intersection. Et ça, pareil, en moyenne, ça va nous prendre un temps constant. Donc voilà les opérations dont nous, on a besoin pour notre algorithme. Et en réalité, si on revient sur ce que l'on a vraiment besoin de faire, on va se rendre compte que pour chaque sommet qu'on va passer en vert, eh ben, on va trouver le sommet de point minimal. Et là, dans notre tas, trouver le access min, eh ben, ça prend un temps constant. Donc ça, on peut dire que c'est un nombre constant d'opérations. C'est comme si c'était une opération. Et par contre, il y a autre chose qu'on a besoin de faire, c'est de supprimer cet élément du tas. Parce que il ne fait plus partie des éléments qui peuvent être pris en compte dans cet algorithme. Et bien, dans ce cas-là, ça va prendre un temps qui sera en moyenne de log n. Et donc, c'est pour ça qu'on se rend compte que pour faire ce qu'on avait dit là, trouver le sommet de point minimal, puis ensuite le supprimer du tas, parce que là, on a besoin de le supprimer du tas, et bien ça ne va pas prendre n, ça va prendre log n en moyenne. Et donc, c'est pour ça que j'ai dit qu'on pourrait atteindre m plus n log n. Donc là, le n log n, du coup, on le comprend. Après, il y a tout de même un petit détail. Donc, on a vu tout à l'heure qu'on va devoir explorer l'intégralité des voisins de tous les sommets au cours de l'algorithme. Donc, ça va représenter 2m voisins à explorer. Et pour chacun de ces voisins qu'on explore, potentiellement, à chaque coup, il va falloir diminuer le temps de parcours qui est associé à ce sommet-là. Et potentiellement l'insérer dans le tas s'il n'a pas encore de temps de parcours associé. Eh bien, on se rend compte qu'en moyenne, de diminuer le temps de parcours, donc ça va être decrease key, eh bien, ça va nous coûter en moyenne un temps constant. Et ça va nous coûter également un temps constant d'insérer un élément dans le tas. Donc c'est pour ça que je vous ai dit que la complexité de l'algorithme pouvait être de m plus
n log n. Donc maintenant, il y a un dernier élément important à prendre en compte si on a vraiment envie de bien estimer la complexité qu'on pourrait avoir dans le cadre de notre problème du plus court chemin, parce qu'il y a un élément fondamental qu'il faut prendre en compte, c'est qu'on a un graphe qui est un peu particulier, parce que on va pouvoir à chaque coup le représenter dans un plan. On va pouvoir le représenter dans un plan sans que jamais deux routes se croisent. Parce que si deux routes se croisaient, il y aurait forcément une intersection dessus, dedans. Alors, c'est pas forcément 100% vrai si on suppose qu'il peut y avoir des ponts avec des croisements de routes, etc. Mais bon, on va dire que globalement, on peut considérer que c'est vrai, les croisements de routes, c'est quand même extrêmement rare. Et dans le cas des graphes, de ce type de graphe, c'est ce qu'on va appeler des graphes planaires. C'est-à-dire des graphes qu'on peut représenter sur un plan sans que deux arêtes, et donc là deux routes, ne se croisent sans qu'il y ait un sommet à ce niveau-là. Eh bien, ces graphes planaires, ils vont avoir une propriété très intéressante, c'est que ils suivent cette inégalité. Donc là, ils ont utilisé la notation A à la place de M que moi j'ai utilisé. Mais en tous les cas, le nombre d'arêtes va être inférieur ou égal à 3 fois le nombre de sommets moins 6. Eh bien, ça va être très intéressant pour nous parce qu'on va pouvoir dire du coup là que M est inférieur ou égal à 3 fois N moins 6. Et donc, on va pouvoir dire qu'en réalité, pour notre graphe planaire, la complexité ne va pas être de m fois n log n, mais donc là on peut remplacer m par 3n moins 6, sauf que ce facteur-là, 3n-6, il va être négligeable quand ça va grandir par rapport à n log n. Et donc, on va pouvoir dire que pour notre graphe planaire, notre carte, on va avoir une complexité finale de n log n. Et donc, n log n, c'est quelque chose qui est beaucoup plus intéressant pour les grandes cartes que ce qu'on avait tout à l'heure, c'est-à-dire n plus m fois n. Ça va croître beaucoup moins vite, en particulier que la borne haute qu'on avait imaginée en fonction de n, qui était n exposant 3. Et pour des conditions pratiques, ça fait toute la différence. Voilà, alors il y avait juste un dernier point sur lequel je voulais conclure. C'est vrai que dans la dernière vidéo, j'ai prononcé Dijkstra plusieurs fois. Alors, apparemment, c'est une erreur de ma part, puisque la prononciation officielle est a priori Dextra. Je vous le mets ici, Dextra. Voilà. D'ailleurs, là, c'est l'inventeur du fameux algorithme de Dijkstra. Bon, alors je ne suis pas absolument, évidemment, un expert en prononciation de néerlandais, puisqu'il est néerlandais. Donc j'espère que vous me pardonnerez ces petites approximations au niveau de la prononciation. Et bien voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous en êtes arrivé jusque-là, ça veut dire que le domaine vous passionne, que chaque détail compte pour vous, et c'est génial. En attendant, je vais vous dire à la prochaine. Je vais essayer de sortir bientôt une vidéo qui va expliquer justement qu'est-ce que c'est vraiment en détail et précisément que la théorie de la complexité. Donc voilà, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et réfléchissez bien.